L'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. L'univers est une notion scientifique qui désigne l'ensemble de la matière de l'espace. L'espace astronomique a une analogie avec l'espace mathématique et plus précisément l'espace euclidien. C'est de cet espace-là dont nous allons parler afin de développer certains concepts. Afin de définir la caractéristique des espaces, nous pouvons avoir une approche par objet ou par surface. L'approche par objet. Qu'est-ce qu'un point? C'est soit la section de coupure, soit le résultat de la projection d'une droite de dimension 1 sur un espace de dimension 0. C'est une valeur numérique unique, invariable et statique. Qu'est-ce qu'une droite? C'est soit la section de coupure, soit le résultat de la projection d'un plan de dimension 2 sur un espace de dimension 1. C'est une suite de valeurs, c'est-à-dire un ensemble de valeurs ordonnées. Qu'est-ce qu'un plan? C'est soit la section de coupure, soit le résultat de la projection d'un volume de dimension 3 sur un espace de dimension 2. C'est un ensemble de valeurs bimatricielles généralement ordonnables. Qu'est-ce qu'un espace standard? La mécanique classique newtonienne définit que c'est un volume représenté par un cube infini muni d'un repère orthogonal. La théorie de la relativité et les observations récentes indiquent que les axes sont courbes et que la courbure dépend de l'échelle et de la distance, l'orthogonalité n'étant qu'une abstraction de la marge d'erreur de la mesure. L'approche par surface. Qu'est-ce qu'une surface ponctuelle de dimension 0? C'est un point d'une droite. C'est une valeur élémentaire fixe et éternelle. Qu'est-ce qu'une surface droite de dimension 1? C'est une droite d'un plan. C'est une liste finie ou infinie, bornée ou circulaire, linéaire ou non, de valeurs. Qu'est-ce qu'une surface plane de dimension 2? C'est la surface d'un volume à 3 dimensions. C'est une bimatrice finie ou infinie, bornée ou circulaire, linéaire ou non. Qu'est-ce qu'une surface spatiale de dimension 3? C'est la surface d'un volume à 4 dimensions. C'est une matrice de taille 3. Ainsi, on peut se poser la question suivante. Le monde est-il plat, cubique, sphérique ou autre? Considérant l'animation des espaces. 2 est la caractéristique d'un espace d'une dimension 1 inerte. 2 fois 2 est la caractéristique d'un espace de dimension 2 inerte. 2 fois 2 fois 2 est la caractéristique d'un espace de dimension 3 inerte. 3 est la caractéristique d'un espace de dimension 1 animé. 3 fois 3 est la caractéristique d'un espace de dimension 2 animé. 3 fois 3 fois 3 est la caractéristique d'un espace de dimension 3 animé. Dans cette manière non orthodoxe de définir un espace, il n'y a aucune caractéristique du point d'origine global. Par exemple, le mouvement d'un point dans un sens et dans l'autre sur une ligne par rapport à ce point détermine deux paramètres. Si on place un point sur une ligne, ou si deux forces vectrices agissent ponctuellement sur lui, sa position sera x égale f de delta x plus, virgule, delta x moins, égale x0 plus delta x plus delta x moins. Delta x plus étant le déplacement dans un sens et le delta x moins étant le déplacement dans le sens contraire. L'esprit humain nécessite un point d'origine, n'importe lequel. Nous avons donc placé ici x0, ce point d'origine. Par exemple, pour un objet avançant à une vitesse v sur une ligne, dans le sens d'orientation défini comme positif, on a
x égale x0 plus delta x plus delta x moins, où delta x plus égale vitesse fois t, le temps, et delta x moins égale 0. Une force d'opposition telle que le vent contraire sera du delta x moins. C'est-à-dire qu'en fonction d'un temps donné, nous déterminons sa position. Si un objet se déplace en sens unique sur une ligne depuis un point d'origine x0 égale 2 à une vitesse v égale 1 point par seconde, on peut ainsi déterminer sa position à chaque seconde. Pos de 0 égale 2, pos de 1 égale 3, pos de 5 égale 7, pos de 10 égale 12 et pos de 100 égale 102, etc. Mais cet objet peut très bien changer sa vitesse, s'arrêter, patienter, changer de sens et repartir. Donc ces équations simplistes sont fausses dans le monde réel. Delta plus et delta moins sont des fonctions dépendantes des événements appliqués à l'objet. Pour connaître la position d'un point à un instant donné, la fonction doit calculer la somme des variations antérieures selon une table événementielle de référence qui peut par exemple contenir une mise à jour du point d'origine lors de chaque changement d'état. Ainsi, nous avons un système basé sur la survenue d'événements qui modifient les paramètres de comportement des objets et leurs propriétés, et qui dépendent d'intervalles de temps écoulés entre leur survenue. Ce système n'est donc pas dépendant d'un temps absolu, mais relatif, comme avec le fonctionnement d'un microprocesseur. On peut même considérer ce système hors du temps, habituellement considéré comme absolu. En effet, la mémoire des astres, la mémoire des atomes, et la mémoire des cellules, et la mémoire génétique fonctionnent de cette manière. Il n'y a pas de temps zéro. Le temps zéro d'un objet, c'est l'instant de sa création. L'univers est composé d'objets qui ont chacun leur temps zéro. C'est l'agrégat, l'ensemble des objets en relation les uns par rapport aux autres qui donne l'impression d'un temps zéro du point de vue de l'observateur. La notion de temps absolu ayant une origine zéro à un instant donné pour toute la création n'est qu'un artefact mental créé par le cerveau de l'observateur. Considérons maintenant la notion de supraespace, c'est-à-dire d'espace au-delà des trois dimensions classiques. La théorie des cordes admet généralement l'existence de 10 dimensions, ou 11 avec le temps. Abstraction faite des diverses théories et de ce nombre, il y a un consensus. Les théoriciens indiquent que nous existons dans un monde spatial à 3 dimensions qui est en mouvement, mais que pour expliquer certains phénomènes, il est nécessaire d'y enjoindre d'autres dimensions, qui actuellement ne sont ni identifiées ni définies avec certitude. On mesure des choses, mais on ne sait pas vraiment quoi. Nommons le monde à 4 dimensions ou plus, le monde supraspatial. Spatial se référant à l'espace standard 3 dimensions, et supraspatial se référant aux autres dimensions. Qu'est-ce qu'un espace de dimension 4 ? C'est un volume où chaque point est identifié à l'aide de 4 coordonnées qui ne sont pas du temps, car le temps est ce qui mesure le mouvement de cette matrice. C'est un espace à 5 dimensions coupé et ramené à une dimension 4. C'est la surface d'un espace à 5 dimensions. Les concepts tels que le tesseract et les autres hypercubes sont probablement des leurs. Les objets supradimensionnels sont en réalité autre chose que ceux habituellement décrits d'une manière complexe et basée sur l'existence hypothétique d'autres dimensions ayant pour qualité la mesure de distance métrique similaire et comparable à celle du monde tridimensionnel. L'équivalent d'un cube quadridimensionnel n'a rien à voir avec ces choses, car il est impossible de représenter un objet de dimension supérieure à 3 dans un objet de dimension inférieure ou égale à 3, puisque nous ne voyons que 3 dimensions. C'est la même chose avec les histoires de mondes parallèles et l'au-delà qui ne tiennent généralement pas la route. Mais alors,
Qu'est-ce qu'un espace à 4 dimensions? Qu'est-ce que la surface d'un espace à 5 dimensions? Combien y a-t-il de dimensions? La réponse est peut-être dans le couple énergie-matière noire. Une certaine vision éclaircit un peu l'obscurité de ces choses. Le point est une projection d'une ligne, elle-même projection d'un plan, qui est la projection d'un espace d'ordre 3, projection de l'espace d'ordre 4, et ainsi de suite. Ce que nous appelons monde tridimensionnel, le visible et l'invisible observable, est le monde de l'énergie matérielle photonique. Cet espace baigne dans un supraespace qui est le monde d'une énergie matérielle actuellement nommée noire par les physiciens. On peut supposer que de ce monde supraspatial émerge le monde spatial, c'est-à-dire que les particules du monde spatial sont les mêmes que celles du monde supraspatial, mais que nous faisons la distinction, avec quelques propriétés en moins, de la même manière que nous distinguerions une page d'un livre. On peut ainsi représenter un objet 3D sur un écran 2D parce qu'on voit en 3D. Et le dessin 2D est adapté par notre cerveau pour correspondre à ce qu'il connaît de son environnement. Mais comme on ne voit pas en 4 dimensions ou plus, on ne peut pas représenter des objets 4D. Mais on peut ajouter conceptuellement une dimension abstraite à un objet observé. Et cette dimension devient alors conceptuelle et non spatiale, bien que partie intégrante de l'espace. Qu'est-ce que la 4e coordonnée? Existe-t-elle? Est-ce un artefact mathématique abstrait et inexistant? Notre cerveau voit dans l'espace. Il sait ce qu'est la largeur, la hauteur et la profondeur. S'il connaissait une 4e coordonnée, il serait alors capable, même sans voir, de conceptualiser cette 4e dimension spatiale, même sur une feuille plane. Il manque donc une référence. Il manque une connaissance. C'est comme lorsqu'un être humain sans chaussures se déplace sur une route de terre et que nous observions seulement l'empreinte se former sur la route. Si nous étions dans un monde à 2 dimensions, nous nommerions ces empreintes des plaques palmées. Nous serions incapables de voir la personne en 3 dimensions qui fabrique ces plaques palmées. Il se pose alors la question suivante, en rejetant les divagations et les élucubrations humaines à ce sujet. Que serions-nous en réalité si le monde était d'au moins 4 dimensions et comment serait notre corps quadridimensionnel? Avons-nous un exemple d'un objet supraspatial au sein du monde spatial? L'ADN, composé des 5 éléments base azotée ATGC et la colonne ribose phosphate, serait la rémanence d'un objet à 5 dimensions où les 2 dimensions informatives AT-GC s'ajoute aux 3 dimensions spatiales formées par la double hélice. Dans le modèle ADN, le monde spatial enrobe, configure et façonne le monde des 2 autres dimensions que sont l'information et le programme. On peut supposer que les 2 dimensions supplémentaires seraient ce qui gère l'espace tridimensionnel et qu'elles l'englobent, la manient et la perpétuent. Les physiciens étudient le monde tridimensionnel depuis de nombreuses générations. Depuis le XXe siècle, le temps est considéré non plus comme un paramètre, mais comme une dimension. L'énergie des anciennes équations est restée un paramètre dans les nouvelles et fut nommée quanta. Quant à ce qu'on nomme déterminisme ou causalité, cette chose n'est qu'indirectement prise en compte comme facteur d'incertitude dans les équations qui font appel aux nombres complexes, telles que celles de Schrödinger. Le principe d'incertitude spécifique afin de résoudre la dualité onde-corpuscule de la matière photonique, on ne peut pas connaître simultanément la position et la vitesse. L'équation simplifiée de la relativité E égale mc2. E est l'énergie d'une particule qui se réfère à une qualité de l'objet. Ce sont des formes d'ondes qui transportent l'énergie. M est sa masse, qui se réfère à l'objet lui-même, c'est-à-dire à son aspect corpusculaire spatial. C au carré est un paramètre théoriquement fixe dans certaines conditions. La célérité de la lumière dans le vide est du temps, c'est donc un paramètre. Le temps ne caractérise ni la masse ni l'énergie,
mais il permet de déterminer la masse et l'énergie, ainsi que la localisation à un instant donné. C'est un paramètre discriminant de détermination et non de caractérisation. Le temps est ce qui indique « ça, c'est comme ça » et non pas « ça est modifié comme ça ». Le temps mesure l'action des lois. Il n'est pas les lois. Lorsqu'on stipule qu'un objet avance avec une certaine vitesse, c'est une loi. Lorsqu'on détermine qu'en un certain temps, l'objet a avancé d'une distance particulière, c'est un résultat. Le temps est ce qui permet à la cause de devenir effet. Le mouvement caractérise la masse et l'énergie. Le mouvement est mesuré grâce au temps. Le mouvement n'est pas lui-même du temps. Ce serait comme dire qu'une distance métrique est une dimension. Et ça, ce n'est pas vrai, même si ces notions sont imbriquées, puisque la distance mesure la dimension. Ainsi, tout comme la distance est une unité de la dimension spatiale, le temps est une unité de ce qui agit et qui sera nommée la dimension causale. Quant à l'énergie, son unité de mesure est le travail d'une force physique, exprimée par exemple en chaleur ou joule. Le temps est la mesure distinctive de l'évolution de la masse et de l'énergie, de son existence et de sa non-existence comparée à un avant et à un après. Considérons la masse comme l'aspect spatial d'un objet, et l'énergie comme un aspect supraspatial de cet objet. Nous avons donc là une autre dimension que celle de l'espace tridimensionnel. La quatrième dimension ne serait donc pas le temps, mais l'énergie. Quatrième et non pas autre, parce que proche et intimement lié selon l'équation de la relativité. À moins que nous nommions cette dimension zéro. La dimension zéro n'a ici rien à voir avec l'espace nul en algèbre, c'est juste une vision de l'esprit. On pourrait tout aussi bien appeler cette dimension la cinquième, et les trois premières étant communément l'espace. Et la quatrième serait la causalité qui engendre les autres dimensions. Cet ordonnancement n'est qu'une vue conceptuelle de l'esprit, peu importe la numérotation des dimensions, bien que l'ordonnance ait tout de même une importance conceptuelle. Et cette considération ne change pas grand-chose aux équations actuelles et aux technologies mises au point grâce à elles, mais permet une approche de la réalité selon un point de vue original. Nous pouvons donc énoncer le principe suivant. Ce n'est pas la masse qui définit l'espace-temps, mais il y a quelque chose qui déforme l'espace-énergie. Cette chose est une dimension distincte. Cette dimension est le mouvement cause. Le temps n'est pas ce mouvement. Le temps n'est pas ce qui fabrique l'espace-énergie. Le temps est la mesure du mouvement cause du déplacement. La cause est déterministe, consciente et volontaire. Par ces trois termes relatifs aux particules, aux minéraux et aux êtres vivants, on entend effet d'une cause en tant que loi physique ou spirituelle. L'espace énergie-matière est structure. L'espace mouvement-cause est fonction. Combien y a-t-il de dimensions selon la Torah? Le Sefer Yetzira répond à cette question en disant 10 divisé par 2. Parce que Yud égale 10, mâle et femelle, et parce que ce Sefer Yetzira énumère 10 nombres infinis. 6 nombres servant à former la matière selon 12 arêtes spatiales qui sont les 12 bras ou directions de l'univers. Le haut et le bas, c'est-à-dire, du point de vue humain, nous appelons cela la hauteur, ou la troisième dimension, le delta Z plus et le delta Z moins. Le nord et le sud, c'est-à-dire la profondeur, la deuxième dimension, le delta Y plus et le delta Y moins. L'est et l'ouest, la largeur, la première dimension, le delta X plus et le delta X moins. La largeur, c'est l'attraction et la répulsion qui forment la ligne. La profondeur, c'est le partir et revenir
qui forment le plan, avec la largeur. La hauteur, c'est l'élévation et l'abaissement, qui avec la profondeur et la largeur forment l'espace. Également, à ces 6 nombres, le Sefer Yetzira indique 4, qui déterminent des choses généralement nommées spirituelles. Le début et la fin, c'est l'énergie, disons dimension 0. Delta E plus et delta E moins, c'est le gain ou la perte, c'est-à-dire une quantité ou une information. Le bien et le mal, c'est la cause, disons la 4e dimension, delta C plus et delta C moins. C'est l'expansion ou la contraction, c'est-à-dire la qualité ou programme. Ainsi, de la D0 émergent les D1, D2 et D3, comme une plante émerge des racines ou comme les organes émergent des cellules, indissociables et pourtant identifiables en entités distinctes. Et de même, de ces dimensions émergent D4, comme des fruits ou des champs électromagnétiques qui portent la semence des dimensions, tandis que toutes les dimensions ne sont en réalité qu'une seule, puisqu'il est écrit « l'alliance de l'unique ». Le Sefer Yetzira énumère les dimensions dans cet ordre: D0, D4, D3, D2, D1. Un espace à 5 dimensions, animé, et donc de la forme 3 x 3 x 3 x 3 x 3. C'est-à-dire que delta E, delta C, delta Z, delta Y et delta X caractérisent la position dans un espace 5D en fonction du temps, t. C'est-à-dire que la localisation temporelle d'un objet est définie par sa variation de quantité d'énergie, sa variation de qualité de cause et sa variation de position spatiale tridimensionnelle. Pour en revenir aux projections, qu'est-ce que la projection d'un objet quadridimensionnel sur un objet tridimensionnel? C'est une section délimitée, nommée objet tridimensionnel au sein d'un objet quadridimensionnel. Par exemple, la projection d'une sphère sur un plan infini est un cercle plein, c'est-à-dire un plan délimité. C'est une section à un endroit donné de la sphère. Ainsi, la projection d'un objet quadridimensionnel sur un espace infini est, par exemple, mais pas seulement, une sphère, c'est-à-dire un volume délimité, c'est-à-dire une section globale de cet objet. Une sphère tridimensionnelle est donc une section d'un objet quadridimensionnel. Une section de quoi? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? En premier lieu, la 4e dimension électromagnétique. Sans l'utilisation d'appareils qui donnent les caractéristiques de mesures arithmétiques dans le temps ou de projections géométriques qui en donnent une forme partielle à un instant fixé, nous ne voyons ni l'énergie, ni le mouvement des lignes de champ électromagnétique inhérentes à tous les objets atomiques, minéraux, cellulaires, végétaux, animaux et humains ou autres. Tels des enfants, certaines personnes adultes, dont l'ego, mais surtout l'ignorance, les amène à croire qu'ils sont des êtres particuliers, voire supérieurs, alors qu'en réalité tout le monde, en certaines circonstances, peut ressentir cette dimension vibratoire dont l'axe de mobilité varie, selon la perception humaine, du froid au chaud, mais peu importe l'unité de mesure, puisque c'est la projection qui est statique et absolue. Quelques-uns ont alors dit qu'il s'agissait là d'un au-delà, peuplé d'âmes à naître ou défuntes, voire de dimensions parallèles, ou d'autres choses de ce genre, peuplées d'êtres inconnus ou de copies de nous-mêmes. C'est pas faux car l'imagination humaine est fertile lorsqu'elle est cultivée. Mais c'est pas vrai car rien n'est plus grand et plus petit que l'univers physique. Et la seule chose qui est au-delà de cette matière-énergie inséparable et non ordonnable,
car le duo matière-énergie est rétroactif, récursif et fractal, c'est la fonction équation, le plan géométrique, et il serait logique au vu des connaissances actuelles de postuler les choses suivantes. Le plan de l'univers est fractal. De la complexité simpliste existe l'infinie variance des objets et des propriétés des objets. C'est cette variance qui autorise les interactions et donc le mouvement qui fait que l'existence existe et que nous pouvons mesurer les choses. En effet, le Sefer Yetzira indique que les nombres sont infinis, que la parole en eux s'élance et revient, et que leur fin est fixée à leur commencement et inversement. C'est une définition d'un code fractal spécifié au nombre de 10, c'est-à-dire une équation à double sens sur 5 dimensions manifestant des propriétés symbiotiques ou distinctes inséparables. Le nombre définit la dimension. La parole définit le calcul du mouvement. L'aller-retour définit un axe de direction, et le début-fin définit l'existence indépendante, c'est-à-dire un espace à 5 dimensions, chacun muni d'un axe à double sens. On peut d'ailleurs noter que ces axes sont indiqués non pas comme étant des droites, mais comme des courbes, telles que définies en géométrie non euclidienne, et expliquées par Albert Einstein dans son livre La relativité. Sa théorie est bien sûr cohérente et a priori correcte, puisque souvent vérifiée et utilisée par notre technologie moderne, mais beaucoup estiment qu'il manque quelque chose, et sont frustrés de ne pas résoudre le problème de la vitesse de la lumière qui est la source de la dichotomie avec la théorie quantique. On peut ainsi supposer que la solution du champ de boson de Higgs se trouve dans la friction électromagnétique engendrée par le mouvement des particules multidimensionnelles telles qu'exprimées précédemment, ou quelque chose comme ça. C'est pour cela que le champ de Higgs est opposé au champ photonique, et que la solution se trouve dans le premier chapitre de Bereshit, tel qu'indiqué dans l'avant-propos du livre Le problème religieux, où le physicien trouvera la réponse à toutes ces questions. Il existe une théorie scientifique nommée théorie de l'univers hologramme, dont une page d'explication se trouve sur Wikipédia, où la circonférence serait comme l'horizon interdimensionnel entre espace, énergie-matière, c'est-à-dire la structure quantité, et espace-mouvement, c'est-à-dire la fonction qualité. En effet, considérant l'espace-énergie comme étant une matrice dimensionnelle où le temps est la mesure du délai du mouvement, la vitesse de la lumière s'explique par les équations de la relativité elle-même, en considérant non pas le temps, mais l'énergie comme impulsion du mouvement. Les choses deviennent claires même si un changement de modèle cause une friction mentale aussi lourde que la masse du Soleil ou d'un trou noir. C'est la succession rythmique des impulsions qui fabrique la dichotomie temporelle, et non l'inverse. L'énigme de la vitesse de la lumière est résolue puisqu'elle est une constante de proportion entre la masse et l'énergie d'un objet. Ainsi, ce n'est pas l'espace-temps qui est courbé par la masse afin que la vitesse de la lumière soit constante. C'est l'espace-énergie qui est courbé par la vitesse de la lumière afin que la proportion de corrélation entre la masse et l'énergie soit constante. Et cette courbure de l'espace-énergie par la lumière photonique est intrinsèquement liée au firmament lumineux grâce à qui existe l'interaction au CERN du noyau des atomes et l'interaction gravitationnelle quantique comme astrale. Selon cette hypothèse de point de vue, l'observateur ne considère plus le temps comme une cause, mais comme ce qu'il est, un effet de l'impulsion créée. Et cela explique les trous noirs. Et c'est pour cela que la solution de l'énigme de Higgs nécessite de ne plus considérer le cosmos comme une structure quadridimensionnelle espace-temps, mais comme un espace-énergie, manifestation de la cause informative. D'une part, nous pouvons définir ceci. L'axe de l'espace est une courbe infinie, permettant de mesurer la position d'un objet à un instant donné. L'axe de la quatrième dimension est une courbe infinie, permettant de mesurer l'énergie d'un objet à un instant donné. D'autre part, nous trouvons ainsi intrinsèquement dans cette définition la cinquième dimension, le sens de ce qui bouge et qui n'est pas immobile, c'est-à-dire qui est non statique. Nous pouvons donc définir
que l'axe de la cinquième dimension est une courbe infinie, permettant de déterminer la fonction événementielle d'un objet à un instant donné. Ainsi, abordant le nouveau point de vue d'une fonction temporelle de lecture de l'état de l'univers ou d'un objet de cet univers à un instant donné, on peut dire que la cinquième dimension est le logiciel fonctionnel, qui contient le code programme et les données à traiter pour mettre en mouvement et entretenir le mouvement des données qui sont de la matière énergétique, telle que définie par les équations de la relativité, en considérant le temps comme paramètre des dimensions matière et énergie d'un objet. Par conséquent, la proportion temporelle, et non le temps lui-même, est dans ce cas incluse dans ce logiciel. Il existe un théorème disant que lorsqu'on a correctement défini une chose, même partiellement mais suffisamment, on peut comprendre cette chose. La contraposée est lorsqu'on ne peut pas définir une chose ou qu'on l'a incorrectement définie même totalement, on ne peut pas comprendre cette chose. Qu'est-ce que la cause ou la conscience du bien et du mal ? En posant comme hypothèse largement répandue dans les diverses philosophies et religions que le monde spatial est le monde événementiel du monde supraspatial qui serait le monde des phénomènes, nous obtenons le concept suivant. Ce qui est bien est ce qui augmente la survie de la cause. Ce qui est mal est ce qui réduit la survie de la cause. Ainsi, du théorème précédent, on peut déduire que l'ignorance provient de l'absence de définition correcte et adaptée. La connaissance provient d'une définition correcte et adaptée. Nous ne voyons pas cette cinquième dimension, que l'on appelle très souvent Dieu, sans savoir. Nous ne pouvons qu'en mesurer quelques équations. Mettre en équation les lois de l'univers, les lois de Elohim, de Hachem, ou, plus simplement dit, les lois de Dieu, cette fameuse théorie du tout, revient à mettre en équation toute l'énergie du monde et toute la matière du monde pour qu'à chaque instant on puisse connaître l'état de chaque chose, c'est-à-dire pouvoir obtenir chaque image d'un film dans lequel nous sommes un personnage. C'est techniquement impossible et on ne peut qu'en avoir une vision imparfaite et déformée plus ou moins proche du global. Mais qui ou quoi a créé ça ? D'où viennent les lois de l'univers ? La réponse est aussi gênante que ni un, ni plusieurs, ni aucun. Existant depuis toujours, existant à ce moment et existant pour toujours, les lois du monde sont intemporelles, incréées, immuables et indestructibles. Le temps est une convention de mesure actuellement définie par le nombre d'oscillations de l'atome de césium. La perception du temps est une faculté chronométrique cérébrale qui peut être modifiée par des substances chimiques, ainsi qu'améliorée par l'observation, par l'apprentissage et par l'entraînement. La quantité de cause équivaut à la quantité de survie. Mais la survie ne se définit-elle pas dans le temps ? Non. Pourquoi ? Parce que Descartes et Shakespeare. Être, c'est exister, c'est avoir de la conscience, c'est vivre, c'est survivre. Être est un état qualitatif et quantitatif. Il y a quelque chose. Ne pas être, c'est ne pas exister, c'est ne pas avoir de conscience, c'est ne pas vivre et c'est ne pas survivre. Ne pas être est un non-état. Il n'y a pas quelque chose. Entre être et ne pas être, il y a les variations de quantité et de qualité, en plus ou en moins, comme sur les deux sens d'une ligne. Le temps, c'est ce qui permet de distinguer les variations. Le temps n'est pas une dimension. C'est un facteur spécifiant l'état des choses au sein de chaque dimension. Il ne spécifie pas les choses elles-mêmes. C'est un paramètre de séparation, alors que la dimension est ce qui sépare. Le mouvement est une dimension, une spécification. Le temps est une mesure, une détermination. Le temps est une quantité de mouvement de matière-énergie perçue comme un changement d'état et de propriété à travers l'espace. C'est pour cela que le seul et unique moyen de voler le temps de quelqu'un est de l'empêcher de bouger son corps et ses pensées,
et pour cela il suffit d'attaques corporelles et chimiques. Il est impossible de voler le temps lui-même, en tant que chose ou cause, puisque c'est un effet illusoire de convention. Voler le temps en volant le mouvement, tel est le rôle de toute oppression mentale et physique ou chimique. Hormis la douleur physique, il n'y a rien de plus horrible qu'être conscient et incapable non seulement de se mouvoir, mais avant tout d'interagir. C'est parce que le temps n'est pas une dimension, qu'il est relatif. Une dimension est une cause, mais le temps n'est pas une cause car il est la mesure du changement de la cause, c'est-à-dire de l'effet. Le temps est ce qui permet de distinguer l'existence des causes simultanées ou séparées. Et tout comme il existe les illusions d'optique, il existe les illusions temporelles. Une preuve que le temps n'est pas une dimension mais un paramètre relatif de mesure, est que dans le vide, la vitesse de la lumière est constante, et rien ne peut aller plus vite que les photons qui sont la caractéristique fondamentale de la matière. Et quelque chose de statique n'est pas une dimension de variance mais un paramètre de modulation. Une analogie avec la musique expliquera ceci. La durée d'une note est un paramètre indépendant de son niveau de fréquence. Ainsi, un son est un état au sein de la dimension sonore tandis que la durée est la mesure de cet événement, non pas en tant que dimension elle-même, mais comme boucle d'existence au sein des boucles de la théorie des cordes qui sont donc des facteurs de quantité et non des dimensions de qualité. Ce concept permet d'appréhender la dualité onde-corpuscule des photons et de résoudre le problème du zoo des particules. Lorsqu'on regarde quelque chose selon des points de vue différents, les dimensions et les distances varient, mais la réalité n'a pas varié. L'objet observé semble différent, mais ses propriétés restent inchangées. Alors de même, lorsqu'on regarde un mouvement selon des points de vue différents, on a l'impression que le temps et la durée varient, mais la réalité n'a pas varié. La théorie de la relativité n'est pas fausse, mais il y a une imprécision d'interprétation et une insuffisance de données. Il manque ce qui relie mécanique relativiste et mécanique quantique. La dimension, c'est la cause. Le temps, c'est l'effet. L'espace, c'est le contenant. L'objet, c'est le contenu. L'énergie, c'est de la masse, à la fois onde et corpuscule, car E égale mc2. Les scientifiques ne comprennent pas ce qu'ils nomment dualité onde-corpuscule parce qu'ils ne considèrent pas l'univers comme étant espace-énergie, mais ils le considèrent comme étant espace-temps. Alors ils font une erreur de raisonnement. L'onde est la part d'énergie potentielle et le corpuscule est la part de matière spatiale. Qu'est-ce qui oriente le temps dans un sens vers le futur et non l'inverse? Ce sont les forces attractives et répulsives telles que la gravitation et plus généralement les réactions électriques, magnétiques et chimiques qui engendrent le mouvement et donc la différenciation et l'événement du phénomène. Mais qu'est-ce qui fait varier la masse et l'énergie? Là est tout le sujet d'étude des sciences. La cause, c'est la conscience et la volonté qui déterminent les choses. La conscience décide des changements d'état, provoqués ou subis, que ce soit mécaniquement ou de manière raisonnée. Le temps est ce qui mesure l'interaction et l'évolution. Le temps en lui-même n'existe pas. Il est ce grâce à quoi on distingue une variation entre des états localisés. C'est une illusion conceptuelle qui n'est pas réelle. Il est comme un classeur dans lequel on range des événements qui modifient les choses considérées. Chronos est un paramètre imaginaire au sens des mathématiques complexes. Le temps est en dehors du monde dimensionnel. Le temps est le moyen employé par Elohim pour créer. Au commencement, lorsque Elohim créa les cieux, c'est-à-dire l'énergie et la conscience, et la terre, c'est-à-dire l'espace et la matière, il y avait du mouvement, c'est-à-dire du temps. Puis, lorsque la lumière apparut, et qu'il la sépara d'entre les ténèbres, il fut créé le premier jour, c'est-à-dire le début d'un temps isolé au sein de la dimension, qui se déroule et qui mesure l'activité de ce qui organise la création pour former et pour l'animer. C'est le temps propre à la nouvelle unité de conscience matérialisée. En musique, le temps,
c'est le mouvement, le rythme. Cette chose est immatérielle. C'est juste une perception de la chose matérielle qu'est le son. Le son qui est produit à divers intervalles. Quelle est la limite de l'espace de l'univers? Aucune. Voici pour comprendre par l'analogie ce qu'il est impossible de concevoir et d'observer. Sur Terre, lorsqu'on regarde au loin d'une plaine ou d'un océan, on a l'impression de voir une limite nommée horizon. Mais c'est une illusion d'optique résultant de la linéarité locale des rayons de lumière, et il n'y a pas de limite puisqu'on peut avancer et tourner en rond éternellement. Il en est de même pour l'espace. Les scientifiques observent de plus en plus loin et disent « cette distance, le temps que la lumière met à nous parvenir du plus loin qu'on puisse voir, c'est l'âge de l'univers. » En réalité, la Terre n'est pas le centre de l'univers et il n'y a aucun périmètre de limite. On ne fait qu'observer un horizon énergétique, qui est une illusion d'optique due à l'échelle de distance et à la courbure de l'espace-énergie en mouvement, de la même manière qu'on visualise un horizon 2D au lointain de notre environnement de la Terre 3D en mouvement. Les idées qui précèdent, correctes ou incorrectes, vraies ou fausses, peuvent peut-être permettre de résoudre les problèmes de physique théorique et les paradoxes des équations, ainsi que le mystère de l'énergie noire. Il suffit de ne plus considérer l'énergie-masse comme un paramètre et le temps comme une dimension, mais l'énergie-masse comme une dimension mathématique de la matière et le temps comme un paramètre de mouvement qui détermine la position spatiale et la masse-énergie d'un objet, ce qui explique pourquoi la vitesse de la lumière est constante. En effet, une équation simple du mouvement d'un objet est sa vitesse v égale delta x divisé par t, exprimée en mètres par seconde. Tandis que l'équation de la relativité restreinte est E égale m multiplié par c au carré, le tout divisé par la racine carrée de 1 moins v au carré divisé par c au carré, exprimé en kilogrammes mètre carré par seconde au carré. C'est-à-dire E égale m multiplié par c au carré, le tout divisé par 1 moins delta x divisé par t au carré, divisé par c au carré. La première équation caractérise le mouvement en ligne selon l'axe des abscisses d'un objet dans l'espace lancé depuis le centre, car x égale v fois t. La seconde équation caractérise l'énergie de cet objet. Nous avons donc les équations d'un monde espace-énergie, où le temps permet de déterminer la position et l'énergie-masse d'un objet. La première équation permet de déterminer soit la vitesse en fonction de la position et du temps écoulé, soit la position en fonction de la vitesse et du temps écoulé. La seconde équation permet de déterminer soit l'énergie en fonction de la masse mesurée et de la vitesse, c'est-à-dire de la position et du temps écoulé, soit la masse en fonction de l'énergie mesurée et de la vitesse, c'est-à-dire de la position et du temps écoulé. De ce qui précède, on peut déduire ceci. L'univers n'est pas un espace-temps, mais c'est un espace-énergie mis en mouvement par des causes événementielles. Puisque ces deux équations qui déterminent la vitesse et l'énergie en fonction du déplacement. Le fait que la vitesse de la lumière soit une constante absolue est une preuve de ce postulat qui résout notamment la qualité de sa constance. En effet, la lumière est composée de photons de masse quasi nulle, et ce n'est alors pas le temps qui caractérise son énergie et sa position, mais d'autres équations où le temps a l'apparence de quelque chose d'autre assez complexe. Ainsi, le seul moyen d'unifier la physique relativiste et la physique quantique est dans l'écriture d'une fonction fractale très compliquée. Ce n'est pas que le temps est déformé, contracté ou dilaté par la gravité,
c'est que la gravité influence les équations de mouvement par attraction-répulsion, ainsi que la perception de l'observateur selon sa position. Ainsi, la gravité augmente ou réduit le mouvement, et donc la mesure du temps, comme si cette force était un ressort immatériel. Alors il est un facteur que même Dieu ne peut prédire, la volonté ou le libre arbitre. En effet, si on connaît toutes les équations régissant le monde, et si on connaît tous les objets qui le composent, il est possible de déterminer à chaque instant l'état du monde, la position, la direction et l'inertie des astres, des minéraux, des plantes, etc. Par contre, il est impossible de connaître à l'avance un monde composé d'êtres vivants qui prennent des décisions et qui font des choix. On peut parfois manipuler la volonté d'autrui et déterminer ce qui va se passer à partir d'un acte, mais il est impossible avec certitude de savoir si cet acte sera accompli. Par exemple, lorsqu'un joueur lance une balle, on peut savoir exactement ce qui va se passer depuis la frappe jusqu'au but, mais le joueur va-t-il jouer et comment? Par conséquent, selon le niveau d'échelle, selon le type d'acteur inerte ou vivant, impliqué, on peut ou on ne peut pas établir les équations de l'univers et son état à un instant donné. C'est pour cela que l'astrophysique et la physique quantique, qui sont des points de vue fractales d'une seule et même chose qu'est le monde, sont des sciences dites exactes et immuables, car aucun être vivant n'est assez grand et puissant pour en influencer la marche à moins d'être capable de créer des astres ou de les détruire, ce qui entraînerait quelque chose d'indéterminable sinon par les responsables. C'est pour cela que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante absolue, et non une donnée variable, même munie d'une unité de mesure, ce qui peut paraître paradoxal, car c'est, tel que défini par la relativité, une proportion entre la masse et l'énergie d'un objet. Et plus précisément, puisque la masse est la force mécanique d'accélération nécessaire pour mettre en mouvement, et que l'énergie est la quantité de force disponible pour ce mouvement, la célérité de la lumière est l'unité quantique de base permettant le mouvement de toute chose dans l'univers. En d'autres termes, la lumière est ce qui fait bouger les choses du monde grâce aux photons, et quel que soit le référentiel donné, sa vitesse est constante en tout lieu et en tout point au sein de ce référentiel. Et c'est pour cela que les choses comme l'astrologie et la médiumnité ne sont pas seulement des sornettes mal intentionnées, mais sont généralement des procédés de manipulation criminelle. Car une autorité civilisée, bonne, bienveillante, respectueuse de la vie, établit et entretient des lois administratives correctes, ne ment pas, éduque ses membres, les aide, les protège, les soigne et les défend à l'aide de ses services financés par l'impôt. Et surtout, une telle autorité est obligatoirement dirigée par une partie du peuple et supervisée par l'autre partie du peuple, sans obliger bien sûr à qui que ce soit d'agir au-delà de ses compétences et de ses capacités. Les lois de probabilité font qu'il est impossible au sein d'un peuple que tous les non-dirigés refusent de passer quelques heures de temps en temps et aléatoirement afin de superviser les dirigeants. Il n'est pas question de compétence dans un domaine technique donné, mais de respect des lois et de la vie, et ça concerne tout le monde et la majorité est toujours capable. Les lois sont ce qui fabrique les plans. La loi est ce qui génère l'impulsion donnée à toute chose. L'énergie des photons est la dimension de la masse qui est générée par le mouvement frictionnel spatial sous l'impulsion donnée aux particules. Le temps perdu ne se rattrape pas car c'est pas une dimension. C'est le paramètre de mesure de la friction lors du mouvement des photons. La plupart des religieux postulent que la cause des causes est un être suprême, un Dieu, qu'ils essaient parfois d'identifier et de représenter, c'est le monothéisme. Certains pensent que des dieux agissent parfois en son nom ou au nom de la dualité, ou d'autre chose. C'est le polythéisme. L'athéisme élude de la question en y apportant parfois une tentative de réponse raisonnable. Et le mysticisme affirme qu'il est impossible de penser à la notion même de créateur et qu'on ne peut qu'appréhender sa manifestation au sein de sa création. Mais qu'il soit un, plusieurs ou aucun, la croyance en des élucubrations provient toujours et seulement de l'ignorance, de l'erreur et de la manipulation. La dimension, c'est ce qui fait exister la mesure, la création, le but de Elohim. La cause, c'est la loi. Mais qui crée la loi? En Shemot 3.11 à 14, il est écrit « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, Hachem, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens Mitzraïmites. Maintenant va,
je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Littéralement en hébreu, mot à mot, il est écrit. Il aura dit Elohim à Moshe, je suis, ou j'existe, ou je respire. Parce que je suis, ou j'existe, ou je respire. Il aura dit ainsi, tu diras aux enfants d'Israël, je suis, ou j'existe, ou je respire. Libérez de moi, ne pas vous languirez, ou ne pas vous serez assoiffés. Le verbe languir, être assoiffé, kaf même et, une lettrique serait élan du service du souffle. Que veut dire je suis? Et qui est qualifié de nom servant à prouver qu'on désigne ainsi le grand patron? Le mot hébreu yud e signifie être, exister, devenir, produire. Ce verbe est une contraction de vav e, respirer. Et étant le souffle, et vav la lumière. La lettrique indique que c'est le souffle énergétique du souffle, ou encore le souffle de l'énergie joyeux. Qu'est-ce que le souffle du souffle? Qu'est-ce que le mouvement du mouvement? La science du yoga contient la réponse. C'est la respiration circulaire connectée Shah, tel un astre qui tourne autour d'un autre tout en tournant sur lui-même et générant des champs magnétiques. Il suffira de dire que le mouvement du mouvement, c'est le mouvement atomique qui engendre le mouvement des objets de l'univers. Blasphème. Dieu serait-il le mouvement brownien? Mais non. La cause des causes est la loi, bien sûr. D'ailleurs, le mouvement brownien provient lui-même du mouvement des particules quantiques. Alors pourquoi demander à Moshe de s'exprimer ainsi? Parce que tout commence avec le mouvement du mouvement. Rien n'existe sans le mouvement des particules atomiques. Même les choses en apparence inertes et statiques bougent. Tout ce qui existe bouge. Ce qui ne bouge pas n'existe pas. Dans un collisionneur de particules, lorsque des points bougent, on dit que ce sont des particules qui ont été créées. Puis lorsqu'elles disparaissent, on dit qu'elles ont été détruites. Même si on ne sait pas si elles existaient avant dans une autre dimension invisible, ni si elles existent encore de même. Voilà pourquoi il est écrit « Je suis parce que je suis ». Et cela veut dire au-delà de « j'existe parce que j'existe », je bouge en apparence extérieure parce que je bouge de manière invisible à l'intérieur. C'est pourquoi Hachem ordonne à Moshe de dire aux enfants d'Israël « Je suis libéré de moi », c'est-à-dire Moshe est libéré de son ignorance grâce au souffle de Elohim qui donne la vision intérieure. Il est une affirmation que l'auteur souhaite faire, qui est la suivante. Le yoga et les Védas, ainsi que le bouddhisme, comme toutes les autres religions du monde, proviennent de la Torah transmise aux enfants d'Israël par Moshe, qui, suivant les commandements ou se perdant dans leurs arrogances, dans les incompréhensions, dans les fausses traductions et dans les sornettes, ou encore par préférence culturelle et à cause de la nécessité intrinsèque à l'esprit humain d'avoir des repères, ont créé des groupes qui eux-mêmes se sont parfois perdus ou parfois pas. Mais parfois et trop souvent, ils, comme elles, deviennent méchants, méchantes, aveuglés par leur pouvoir et refusant de se soumettre à l'éthique des lois qui sont à l'origine de leurs existences et de leurs facultés, ne comprenant pas que ces dernières mécaniquement seront perdues par leur descendance, qui n'auront pour seul moyen de les retrouver que de revenir vers les vivants en recommençant le processus de la sortie de Mitzraïm.
Toute religion est basée sur des données techniques scientifiques relatives au niveau du détail et de la globalité du point de vue de l'observatoire, telles que la cosmologie, la biologie, la médecine, la physique quantique, c'est-à-dire aux lois régissant les interactions entre les objets inertes et vivants de l'univers, depuis les atomes jusqu'aux astres, en passant par les cellules, les organes, les êtres et les groupes d'êtres. La Torah n'est pas un livre de culte archaïque ou même historique. C'est un livre de science qui décrit les lois de toutes les choses. En effet, lorsqu'on parle de culte ou de rituel envers Dieu dans la Torah, cette notion provient du mot Chabad, Rein, Bet, Daled, qui apparaît en Shemot 13.5 et qui signifie travailler et servir, en l'occurrence la doctrine hébraïque et ses lois dont le seul but est la survie de l'être humain et son bonheur.